Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va discuter de récession puisque on a pas mal de gens qui arrivent ici, qui prennent le bâton de parole, on va dire, et qui nous parlent de récession, notamment Jeff Bezos et également Salomon qui est le PDG de Goldman Sachs. Donc on passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification, éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo et bien évidemment mettre un like, un commentaire d'encouragement, ne pas hésiter à aller faire un tour sur les liens d'affiliation de la chaîne aux divers exchanges et également les liens Amazon, etc. Ce genre de choses pour acheter des bouquins chartistes que je vous recommande. On est ici sur BTC face au dollar, comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Globalement, hier, on avait prévu un petit peu ce down là pour éventuellement revenir faire un bisou à ce support jaune. On avait dit qu'il y avait de la liquidité à peu près sous les 19 000 $. Qu'est-ce qu'a fait le prix? Il n'y est pas encore allé. Pour le moment, il est en train plutôt de se reprendre. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi le prix se reprend actuellement. En ce moment, on est très drivé par les liquidités des leviers. Donc, ce sont des prévisions qui marche plutôt pas mal hein, quand vous êtes sur du trade intraday. C'est vraiment des choses qui fonctionnent plutôt pas mal. Concrètement, pour le moment, juste sur l'aspect chartiste des choses, on pourrait encore une fois venir venir faire un tour à minima sous les 19 000 $ et potentiellement ici ensuite se reprendre. Si jamais on se reprenait, on pèterait ici le gros biseau que vous voyez qui dure depuis désormais le 13 août, ce gros biseau en élargissement ici descendant entre la ligne verte et la ligne violette ici, et en l'occurrence on aurait ici une target de autour des 26 700 $ pour la cassure de ce biseau si c'était le cas. Si jamais on perd par contre la droite jaune là, celle-ci, on dessinerait une épaule tête épaule et on aurait ici éventuellement une target. On aurait aussi également ce bear flag qui serait en train de jouer, on aurait une target plutôt autour des 16 800. On va maintenant faire un tour sur Ethereum. Ethereum qui tient toujours son flag. Ethereum qui nous dit quoi? Qui nous dit que il est sur également une correction. Pour le moment, on n'arrive pas à repasser cette grosse droite, vous le voyez, qui est une droite de tendance sur laquelle le serpent du prix s'enroule comme une liane dans la jungle sur la branche d'un baobab. Et pour l'instant, on n'arrive pas à repasser sur le dessus de la branche là. Donc voilà, le momentum est plutôt mauvais pour Ethereum en weekly, hein, vous le voyez ici, diminution depuis 5 ou 6 semaines, depuis The Merge, globalement, on a vraiment ici des signes en weekly, comme quoi c'est très difficile pour Ethereum, mais la VWAP qui se rapproche du zéro assez fortement, vous le voyez, donc ça veut dire que ce mouvement est peut-être potentiellement en train de perdre de son momentum. Sur Ethereum BTC, vous voyez, on a 3 semaines de baisse consécutive sur le MACD, on avait ici cette divergence baissière cachée qui a joué. On a par contre également une VWAP qui se rapproche fortement du zéro. On est sur un mouvement de vente. La vague n'est pas fermée, elle n'est pas en train de se fermer. On a un stochastique qui descend, mais on a une VWAP qui se rapproche du zéro, ce qui pourrait être un signal early que Ethereum pourrait éventuellement se reprendre par rapport à Bitcoin. Moi, je m'attends personnellement sur Ethereum contre Bitcoin à un retest éventuel de cette résistance weekly que vous avez ici, ou à minima venir retester ici les 0,666. Je pense quand même qu'on va éventuellement retester celle-ci parce qu'elle est très importante. Vous le voyez, elle dure depuis plusieurs années hein, maintenant. Et que revenir, une fois qu'on l'avait passé ici, vous voyez qu'on avait fait même la clôture dessus en weekly, pour revenir la passer, pour éventuellement la tester, la confirmer comme étant désormais un support. Voilà, sur la stablecoin dominance, on va faire un petit point rapidement. Ensuite, on ira voir ce qu'ont donné les marchés aujourd'hui, puis on va clôturer la partie technique là-dessus. Sur la stablecoin dominance, globalement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que on va plutôt se mettre en daily ici, et on va réinitialiser un peu tout ça, tac, et regarder que la charte. En l'occurrence, on peut voir qu'on avait ce bull flag ici qui a pété, qui potentiellement nous donne une target qui est plus ou moins la même que celle de ce biseau descendant. Vous le voyez ici, biseau, alors pas de
là, il n'y a pas d'élargissement, donc la target est différente. C'est un retour en haut de la vague numéro 2, c'est-à-dire là, on a fait la 1. Ici, on a fait la 1, pardon. Là, on a fait la 2, et ça, c'est la vague numéro 2. C'est la target d'un biseau descendant, potentiellement au 18% de dominance. Donc ça, c'est plutôt baissier, et ça tirerait plutôt vers le fait de nous dire, attention, en l'occurrence, on irait plutôt dans ce sens qui est la baisse des cryptos, puisque plus de stablecoin dominance égale baisse des cryptos, bien entendu. Et en l'occurrence, ici, ça nous dirait plutôt que Bitcoin est en train de se préparer à retourner visiter sous les 17K. Donc ça, bien regardez ici à l'intérieur, vous voyez qu'on a des multiples rejets par ce gros biseau qui dure depuis maintenant 2018, facilement, enfin depuis très longtemps. Cet énorme, c'est pas un biseau d'ailleurs, c'est un canal ascendant. Cet énorme canal ascendant qui dure depuis désormais un moment. Donc est-ce qu'on va le péter? Est-ce qu'on va se faire rejeter par ce canal qui est bien plus historique que les figures chartistes qu'on voit là? C'est une très bonne question. En tout cas là, vous voyez qu'on fait un très gros sursaut dessus au 17% et on se fait une nouvelle fois rejeter par ce biseau. Donc la stablecoin dominance qui est un super indicateur pour éventuellement ici avoir des informations plus early sur le marché. Les marchés, on en parle justement avec notamment un Nasdaq qui nous fait quoi, qui a clôturé, il y avait un gap ici, je l'ai enlevé entre temps, mais on a clôturé un gap, on n'a toujours pas clôturé celui-ci. Pour le moment, moi je serais plutôt sur un up sur le Nasdaq jusqu'au 300, c'est-à-dire un plus 10% dans l'ensemble. Maintenant, il nous reste 15 jours avant le prochain FOMC, donc le prochain meeting de la Fed, donc c'est quelque chose qu'on suivra avec attention. Également, on avait un gap ici qui a été fermé sur le S&P, donc même chose, il nous reste 2 gaps ici à la hausse, des vieux gaps maintenant, puisque moi je considère beaucoup plus les gaps qui sont jeunes que ceux qui sont vieux. En tout cas, ceux qui sont vieux, oui, on va les péter à un moment donné, mais ça c'est juste parce que le marché va assez souvent dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? On pourrait regarder le pétrole à la pompe ici aux États-Unis, le gasoline, l'indice gasoline. Vous le voyez, on tape dans les stocks stratégiques aux États-Unis, donc on est en train de taper assez fortement. Et là, juste avant les élections, Biden a décidé de retaper à nouveau dedans. Vous voyez que c'est très algorithmique là cette baisse, donc c'est vraiment une volonté de ouvrir les stocks pour faire baisser le prix, tout simplement. Ils ont déjà tapé un tiers de leur stock stratégique, donc on va voir ici si cette stratégie permet à Biden une réélection aux mi-termes élections ou pas. On va ici revenir maintenant, enfin aller sur les news principalement. Alors dans les news, je vous ai parlé de récession et vous le voyez ici le PDG de Goldman Sachs qui dit que il y a des très bonnes chances qu'une récession soit devant nous et qu'il est temps d'être prudent. Alors ça, c'est des choses qu'on entend assez souvent dans ces moments-là où les mecs sont en train de recharger sous le manteau et qu'en fait derrière ils disent attention là, ça sent la récession, etc. Il est clair que on va potentiellement ici aller dans une récession plus importante. C'est plus ou moins ce que cherche la Fed. Donc ces gens-là n'ont pas inventé l'eau chaude, mais on aura ici une estimation jeudi 27, donc dans 8 jours, du troisième trimestre du PIB des États-Unis du troisième trimestre. Donc bien évidemment ici vous avez des oracles qui viennent et qui disent regardez, ça va être une récession, ça va être un carnage, faites tous très attention, mais en même temps derrière on les voit acheter pas mal d'assets. Donc voilà, attention à ça. On a aussi Bezos qui lui répond et qui lui dit oui effectivement, puisque il est parti d'un tweet, il est parti d'une vidéo de David Salomon pour faire la probabilité d'une économie qui va dans le mur est tout à fait dans les tuyaux. Et Bezos qui nous dit à peu près la même chose. Donc quand les grosses mains comme ça vous disent attention, n'achetez pas des stocks, ça peut être un moment de commencer à envisager le marché. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut bien le comprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Plutôt dans les bonnes news, on a Fidelity qui est tout simplement je crois que c'est le deuxième plus gros fonds en termes d'OPM, Other People's Money. Vous avez Grayscale, vous avez Fidelity et vous avez globalement les autres. Vous en avez 4 gros comme ça et puis vous avez voilà. Donc Fidelity Investments qui fait une analyse sur le Bitcoin dans un rapport qui s'appelle The Rising Dollar and Bitcoin.
et qui nous dit que globalement, il y a des bonnes chances que le Bitcoin devienne une assurance dans les prochains temps. Et pourquoi une assurance? Parce que tout simplement, on a des signes ici que quelque chose se passe. Les fiat se déprécient, les monnaies fiat se déprécient, et on l'a vu sur l'exemple du Royaume-Uni, où on a eu des très très gros niveaux d'engagement par rapport au Bitcoin, sur des moments où la banque centrale ne savait un peu plus trop quoi faire. Est-ce qu'on fait du tightening, est-ce qu'on fait du quantitative easing? Et on a eu ici pas mal de gens qui sont rentrés au niveau du Royaume-Uni. Et on est tous plus ou moins en retard sur le Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'on va vivre les mêmes choses. Le Royaume-Uni est actuellement à 10,1% d'inflation, avec une banque centrale qui ne sait pas trop si elle doit faire du quantitative easing ou du quantitative tightening. Est-ce qu'elle doit racheter les problèmes bancaires de son pays et acheter ici, bien entendu, des bons et des obligations qui font défaut sur le marché, enfin qui posent des problèmes ou pas, et est-ce qu'elle doit relancer son économie, bien entendu, avec une politique monétaire plus accommodante? C'est un petit peu la grande question en ce moment. Je vous garantis que l'Europe va y arriver, étant donné qu'on est très fortement aligné sur... voilà, étant donné qu'on est très fortement aligné sur toute cette politique également, je vous garantis qu'on va y aller aussi. Toujours dans les bonnes news, mais plutôt dans l'analyse technique, on est ici sur TechDev. TechDev qui nous fait une analyse du NUPL, le Net Unrealized Profit and Loss, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vendu, hein, donc on est unrealized, donc c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été vendu, à quel point on est en souffrance ou pas par rapport à son prix d'achat, puisque Glassnode connaît votre prix d'achat au moment où vous achetez un Bitcoin, et donc ici ça permet c'est un calculateur de souffrance ou d'euphorie, on va dire, et vous le voyez ici, on est revenu dans le rouge, donc on est plus ou moins dans une phase de capitulation actuellement. Et en l'occurrence, ici vous le voyez, high downside risk, c'est-à-dire un gros risque de partir en bas, de chute, avec cette trend de 1, 2, 3 touches désormais entre 2015, 2019 et aujourd'hui. Et ici, une trend de high upside risk, et vous voyez qu'on est en plein sur la trend ici, avec à l'inverse... cette trend qui a également 3 touches, pareil, même chose, 2015, 2019 et 2020, enfin 2022. Alors, on considère qu'une trend est une trend à partir de 3 touches, effectivement. Enfin, en l'occurrence, là, ici, c'est une résistance et un support. C'est facile de faire une droite avec 2 points, c'est un peu plus compliqué d'en faire une avec 3. C'est complètement con ce que je dis, mais vous avez compris l'idée ici. Et en l'occurrence ici, effectivement, c'est plutôt pas mal senti de la part de TechDev de prendre le NUPL, puisque ça correspond à la souffrance du marché. On est sur un marché qui est de moins en moins euphorique. En tout cas, moi, c'est ça que je retiens de cette... de cette analyse, et un marché qui est également de moins en moins en souffrance quand il souffre. Donc ça tient bien évidemment ici à quelque chose qui a trait à plus ou moins un marché qui devient mature. J'en ai parlé déjà dans mon analyse, je crois que c'était hier, sur Glassnode, et on voit que les leviers ici se calment et qu'il y a de plus en plus de choses vraiment intéressantes qui se passent sur les cryptos, notamment Bitcoin, où les marchés sont de plus en plus matures. On continue ici sur les news, je vais juste faire un point rapide ici, vraiment on va les lire en diagonale, et voilà, on va dire qu'il n'y a pas grand chose sur Wall Street Journal. Aptos, j'en ai parlé hier, mais je suis pas rentré dans le détail, donc je pense que c'est pas la peine de le faire aujourd'hui puisque ça a déjà été listé dorénavant. Bitcoin qui a eu du mal à produire un bloc, alors ça c'est pas extrêmement grave, au sens où ça arrive assez souvent, mais on a eu 85 minutes pour produire un bloc, et on a eu 13 000 transactions qui ont été en attente, hein, en fait, pendant un certain moment. En l'occurrence ici, voilà, c'est quelque chose qui arrive à peu près une fois tous les 2-3 mois, donc c'est pas trop un souci non plus, mais on prêtera attention à tout ça. Bien sûr qu'un bug majeur sur Bitcoin poserait énormément de problèmes. Ici, 80% des gens, des citoyens du Salvador, qui pensent que la stratégie Bitcoin de leur pays est un échec. Là, on va continuer là-dessus également. Sur The Block, on va passer des news sur Aptos également. Ici, sur
Voilà, Peter Schiff qui est un éternel pessimiste, hein, qui nous dit également qu'il va y avoir une énorme récession, et qui dit que la Fed pourrait amener les marchés à complètement cracher, une très sévère récession, etc. Peter Schiff qui est un pro-gold, c'est un anti-Bitcoin et quelqu'un qui est tout à fait pro-gold. Ici Kevin O'Leary, que moi j'aime bien, qui est un analyste, je crois qu'il bossait chez CNBC avant, enfin là c'est un analyste assez connu, qui attend à ce que le Bitcoin augmente très fortement dès que un accord sera passé, enfin une loi sera passée sur la transparence au niveau des stablecoins. Ici, la Commission européenne qui dit que que les États-Unis doivent créer un nouveau cadre un nouveau cadre de règles pour les cryptos et en l'occurrence ils disent qu'on a besoin d'une régulation globale pour les cryptos. Donc c'est marrant que l'Europe demande ça aux États-Unis, enfin moi ça me fait un peu rire. Ensuite Bank of America et JP Morgan qui dit que l'économie américaine se porte très bien, les consommateurs sont en bonne forme malgré l'inflation. Alors ça tient, c'est une étude, je l'ai lu, qui est sur les cartes de crédit en fait, et aux États-Unis vous avez des cartes de crédit, des cartes de débit, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un crédit revolving directement en fonction avec votre carte, et on s'est rendu compte que il y a quand même pas mal en ce moment de consommation aux États-Unis qui est faite sur les crédits, c'est-à-dire que vous prenez un crédit revolving, et donc ça veut dire que oui, les spending sur vos cartes de crédit sont plutôt pas mauvais, mais en l'occurrence vous avez tendance à contracter un crédit en face. Aux États-Unis vous avez toujours le choix entre les deux, et il y a autre chose aussi, c'est que les gens pendant le Covid tout simplement ils ont très peu voyagé, très peu payé des trajets travail. Ils ont très peu fait des loisirs, etc. Donc ils avaient un peu d'argent de côté. Donc la question, c'est quand on va arriver au bout de ces petites économies, puisque vous savez que ce sont les gens qui font vraiment la consommation, c'est la masse qui fait la consommation globale, qui fait la santé économique d'un pays, et puis ce sont les gros qui en profitent. Et là, en l'occurrence, ici, à mettre entre parenthèses quand même cette analyse autour du fait que l'économie va très bien. Par contre, Biden nous dit que lui, l'économie, elle pète le feu, et la Maison Blanche qui dit que le président a fait le boulot pour tout simplement régler le problème de l'inflation. Ça, c'est assez marrant aussi. Et la Société Générale, la troisième plus grosse banque française, qui a une de ses filiales qui obtient l'agrément pour mettre sur le marché des digital assets, donc des cryptos. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose également. Cocorico. Ça, j'ai parlé du calendrier économique. On aura un peu de news sur l'emploi demain, mais c'est des news weekly. Ça va pas changer grand-chose. Et puis, ici sur MarketWatch, rien de spécial également. On va faire le sentiment maintenant. Le sentiment, on va commencer par qu'est-ce qui a été liquidé hier, si ça s'affiche. Alors, hier, on a liquidé, dans les dernières 24 heures, 37 millions. Vous le voyez qu'on a liquidé 7 millions sur Ether et 7 millions sur Bitcoin. Ether qui est encore devant Bitcoin, encore qui sont au coude à coude, là. Et puis, on a liquidé plutôt du long, vous le voyez, sauf sur Bitfinex, où on a liquidé du short. Bitfinex qui, décidément, est toujours à l'inverse du marché. Ensuite, le carnet d'ordre ici, on regarde Binance. Vous voyez qu'on est plutôt chargé jusqu'au 17,6 et plutôt chargé à la vente jusqu'au 20,4. Petit tour rapide sur Coinbase. Au niveau du carnet d'ordre, et sur Coinbase, c'est assez marrant, si je dézoome, vous allez voir que, et ça c'est une analyse de Will Clemente qui a été assez évidente, qui dit regardez Coinbase, qui est quand même la plateforme des institutionnels, hein. Les gros institutionnels ont plutôt tendance à passer par Coinbase que sur Binance. Binance est plutôt une plateforme de trade, et Coinbase est plutôt une plateforme d'investissement, et de particuliers investisseurs bien entendu, mais surtout bien entendu de grosses institutions. Et là, vous voyez que jusqu'au 12 000, on est blindé d'ordre à l'achat. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va pousser le prix pour y aller, hein? C'est possible que les gros, ici, commencent à dumper des BTC de manière à pouvoir en acheter encore plus quand vous créez une sorte de mouvement de panique. Tout à fait une possibilité. Mais je trouve que c'est intéressant de voir que sur Coinbase, on est vraiment ici très très chargé à l'achat jusqu'au 12 000. Et vous le voyez, on a aussi du monde, hein, jusqu'au 17,4, etc. Mais on a beaucoup plus de monde que sur Binance au niveau de l'achat. Encore une fois, au niveau des 12 000. Ici, je vous ai déjà noté les niveaux, globalement. Qu'est-ce qu'on peut regarder au niveau de l'open interest et des marchés en levier?
concrètement, on a cette forte augmentation au niveau de l'open interest, donc beaucoup de nouveaux contrats en levier qui rentrent en jeu, le tout sur une augmentation du funding, donc un mouvement qui est très fortement en longue. On corrige derrière et on revient quasiment au même niveau de prix. Vous voyez qu'on est à peu près au niveau de prix qui est celui-ci, c'est-à-dire que vous le voyez ici, là, au niveau de prix. Et concrètement, comment on sait... vous voyez qu'on a quand même plus d'open interest. Donc ça, c'est quoi? C'est les gens qui sont rentrés en même temps sur ce mouvement en short, qui eux n'ont pas été pris, donc potentiellement légèrement au-dessus. Et c'est également les gens qui sont rentrés en long, mais qui se sont garés à l'abri de ce plus bas-là. Donc concrètement, comment on peut voir les choses ici? On peut dire que soit le prix décide d'aller péter ça, histoire de nettoyer un peu plus ça, c'est-à-dire revenir à ce niveau-là, d'accord? Le nombre de contrats en circulation revient à des niveaux plus raisonnables que ce qu'on avait eu là-dessus. Soit le prix décide que on en a pris suffisamment en bas, et en l'occurrence, on vient chercher tous ceux qui sont garés au-dessus de ce prix-là. Donc s'attendre à un mouvement qui pourrait éventuellement descendre en dessous des 19, c'est-à-dire 18,9, et qui pourrait éventuellement passer au-dessus des 19,6, voire 19,8. Vous voyez que les deux derniers plus hauts, ils sont là et là. Pour moi, 19,8, c'est tout à fait un objectif raisonnable pour celui qui veut, par exemple, prendre un long à partir des 18,9, potentiellement un petit intraday ici qui vous permettra de éventuellement prendre un petit peu de profit là-dessus. Donc voilà l'histoire ici, et vous voyez que l'open interest il a augmenté, hein. En attendant, le prix augmente peu, l'open interest augmente plus. Conclusion, on a encore du monde ici et on a encore du monde ici, on n'a pas vraiment tout nettoyé, d'accord? Alors certains vont prendre profit, bien évidemment, tous ceux qui ont ouvert des shorts. Si on va ici au 19, on aura potentiellement des gens suffisamment inspirés pour éventuellement prendre profit sur ces prix là, mais on a vu hier, et encore une fois ça faisait partie de l'analyse Glassnode, qu'on avait beaucoup en ce moment de short et de long de couverture, et que la manière d'utiliser les leviers était de mieux en mieux sentie et de plus en plus intuitive institutionnellement, je veux dire. Donc intéressant à voir. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo d'hier sur laquelle on fait une analyse sur la base de la newsletter de Glassnode qui sort tous les mardis, et on fait une analyse assez poussée sur l'open interest. Sur Ether, on avait noté ce point de short ici, on a créé un nouveau point de long ici, et vous voyez qu'on vient juste de venir le chercher. Donc peut-être qu'Ether nous donne la direction là, c'est-à-dire aller chercher sous les 1284 voire 1260. On a quelque chose à prendre au 1260 par ici, voilà. Donc ça voudrait dire que Ether nous donnerait éventuellement la direction, et potentiellement même qui serait celle de Bitcoin juste après. Parfois Ether est en avance. Donc du coup, effectivement, revenir aux 1260 pour ensuite revenir péter les 1004, 1350 à minima. Donc voilà pour les liquidités. Si jamais je vous montre ici au niveau des poches de liquidité ce que ça donne, eh bien on va ici refaire un run pour avoir les dernières nouvelles. Vous voyez qu'on avait ici une majorité de longueur, c'est ça qui a initié ce mouvement vers le bas, et désormais on a une majorité de shorter. Le niveau est pas conséquent, on est à 1,32 milliard, donc c'est pas énorme, c'est pas ce qui justifierait bien entendu un gros mouvement vers le haut ici. Néanmoins, vous comprenez ici que la dynamique a un petit peu changé avec cette baisse là. On a désormais plus de shorters dans la place, c'est ce que je vous expliquais aussi par rapport à l'open interest et le fait que certains shorts n'ont pas été pris. Ici, grosse position ouverte sur Ethereum à 83 millions. Désormais, on s'occupe quand même plutôt de cette zone de densité là. Vous le voyez qui trouve son plus bas autour des 1260. Moi, je dirais que ça serait le prochain niveau. C'est un support en plus, donc tout à fait logique potentiellement d'y aller. Je sais pas à combien on est là, mais voilà. Et éventuellement ici, en longue, venir éventuellement chercher cette grosse position, à savoir les 1340 voire 1400 $. Donc attendons-nous à rester dans ce range 1260 vers 1400 sur Ethereum, et globalement 18,9 vers je dirais 19,6 ou 19,9 sur Bitcoin. La heatmap sur Bitcoin, on va voir si ça suit un petit peu notre sentiment. Alors,
Excusez-moi. Alors oui, en effet, on a densifié, vous le voyez ici sur les 12 dernières heures, quelque chose autour des 19,6, vous le voyez là, voilà, 19,5 globalement, vous voyez beaucoup plus de jaune hein, que par le passé. Là, globalement, il est 14h30 aujourd'hui, et là, il est l'heure qu'il est maintenant, enfin, il est 20h en l'occurrence, donc un peu avant maintenant. Et également, on a densifié, vous le voyez, au niveau de la jaunitude, cette zone autour des 20 000. Donc effectivement, c'est à peu près ça l'idée. En bas, on a densifié les 18,9. Donc effectivement, on pourrait aller un petit peu plus bas que je vous avais annoncé les 18,9. On pourrait plutôt aller vers les 18,8. Et également les 18,5. Donc attention à ça. On a également, bien entendu, densifié tout ce qui se passe en dessous du bottom. C'est-à-dire que vous voyez ici, en gros, vous allez avoir les leviers peut-être fois 100 ici, ou x50. Ici, vous allez avoir les x25 potentiellement. Et ici, vous aurez les x10. Ensuite, sur la map 7 jours, et ensuite on va venir faire la conclusion de la vidéo. Sur la map 7 jours, qu'est-ce qu'on a densifié? Énormément de choses, vous le voyez ici, et je ne comprends pas pourquoi le prix n'y est pas encore allé, au 18 885. Donc on aurait plutôt ici, vous le voyez, la densité jaune des 7 derniers jours qui se passe plutôt dans cette zone, la liquidité, elle est là. Si on va là-bas, on va en plus en rajouter ici, vous voyez que c'est ce qu'on rajoute depuis désormais 2 ou 3 jours, là on crée vraiment cette zone ici, donc on pourrait potentiellement ici appeler un mouvement après vers les 20 000 $ et plus. On repasse sur le prix. J'ai fait le tour des liquidités. Oui, j'ai fait analyse technique, liquidité. Ouais, j'ai tout fait. Donc on est bon. Et en gros, donc voilà, ça correspond un petit peu, et l'analyse elle est un petit peu la même que ce que je vous disais en début de vidéo. Grosso modo, il serait possible qu'on perde temporairement ici cette droite jaune pour au moins venir mécher sous la liquidité, c'est-à-dire faire quelque chose d'assez rapide jusqu'au 18,8. Et ensuite, potentiellement, revenir jusqu'au 20K par ici. Si on revenait jusqu'au 20K par ici, ça serait quasiment une cassure de ce biseau, donc ça serait une bonne chose. Ça voudrait dire que tout simplement, on pourrait vraiment ici envisager cette fameuse target autour des 25-26 sur la cassure de ce biseau-là, d'accord? Si jamais c'est pas le cas, et si jamais on perd plutôt, et au moment où on laisse gagner, si vous voulez, les shorters là qui sont garés un petit peu au-dessus, déjà au-dessus de ce plus haut-là, et au-dessus de celui-là, hein, c'est déjà principalement les deux cibles, on les laisse gagner, tous ces shorters qui sont là, et bien à ce moment-là, pour moi, la target assez évidente, c'est d'aller prendre cette grosse poche de liquidité qui se trouve sous les 17,4, le dernier plus bas de juin. Et si on allait prendre cette grosse poche de liquidité, pour moi, le mouvement irait potentiellement ici, vous le voyez, jusqu'au 18,8, prix qui est une target chartiste. Target chartiste de quoi? D'où elle sort? C'est la verte ici, donc elle tient à ce bear flag ici, qui avait cassé, sur lequel on a fait un retour là, et un backtest, et donc du coup, on se dirigerait plutôt vers une vague qui a l'air de ceci, c'est-à-dire qu'en fait, on ferait exactement ceci. Et après, on pourrait éventuellement péter ce biseau. Donc, on aura des réponses ici. Encore une fois, pour moi, beaucoup de choses tiennent à cette droite violette et cette droite jaune. Et vous voyez que le croisement, il est là, c'est-à-dire très bientôt. Donc, on aura une réponse tout simplement dans les jours prochains. Encore une fois, tout ça, ce sont des plans. Les droites sont des... L'être humain aime bien mettre toutes les choses dans un panier, dans une structure, dans une manière de voir. Il aime bien essayer d'organiser le chaos. Et bien évidemment, l'idée, c'est d'avoir un plan. L'idée, c'est d'avoir un plan, et tout simplement, si ça touche cette droite-là, je fais ça, etc. Toute l'idée, elle est là, elle est grâce à des représentations graphiques, avoir un plan bien établi et tout simplement faire en fonction. Donc voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai donné un petit peu les deux directions que je pensais être celles du prix. Vous voyez qu'ici on n'est pas venu chercher la liquidité à 19, si je zoome un petit peu, on n'est pas venu chercher la liquidité à 19 tout simplement à cause de grosses positions qui ont commencé à s'ouvrir en short, donc qui ont potentiellement ici fait remonter un petit peu le prix, et je pense que ça n'est que partie remise. Je pense qu'on a encore un petit peu en dessous. Si jamais le prix se reprend maintenant et qu'il pète ça, c'est tout à fait possible aussi. On laissera gagner ici tout simplement une petite partie des gens qui sont en short en dessous des 19,8.
Donc voilà pour moi, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, et si vous êtes... si vous n'êtes pas abonné, le faire bien entendu. Ne pas hésiter à aller voir également dans les liens de description qui vous présentent voilà, tous les exchanges, etc. et tous les partenariats avec lesquels la chaîne est affiliée. Je termine mes vidéos en général en faisant une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question à la con du jour, le commentaire à la con sera mettez en commentaire si vous êtes plutôt, si vous prenez plutôt la douche le matin ou le soir. Ça sera la question du jour, donc plutôt le matin pour se réveiller, être bien à la fraîche, ou plutôt le soir pour sentir bon quand vous allez vous coucher avec votre chair et tendre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, et enfin une très bonne soirée maintenant, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le BTC face au dollar. Bonne soirée à tous, et merci de votre fidélité.